On est toujours jeudi 7 mai. Tout à l'heure, on était à la porte de Saint-Ouen, à l'hôpital Bichat, avec le docteur Olivier Milleron, membre du collectif Inter-Hôpitaux. Maintenant, on est devant l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière avec le docteur François Salacas, qu'on avait vu au tout début du confinement. Et dans l'intervalle, pendant qu'on était en train de parcourir le trajet en voiture, on a entendu l'intervention du Premier ministre et du ministre de la Santé concernant le déconfinement à partir du lundi 11. Alors on va en parler avec vous, François Salacas, mais d'abord, comment est-ce que ça s'est passé ici, dans l'hôpital, depuis qu'on s'est vu au tout début du confinement ? Ça s'est passé qu'on est passé par un pic très important d'activité, à tel point qu'on a vraiment pensé qu'on ne pourrait pas faire face aux nécessités de réanimation. Il y a eu énormément de transformations de lits, il y a eu énormément de fermetures de salles, ce qu'on ne dit jamais. C'est-à-dire que pour avoir le personnel nécessaire pour s'occuper des patients Covid, il a fallu fermer beaucoup de salles parce que nous n'avions pas le personnel nécessaire pour agir dans les unités Covid, qui étaient par ailleurs des unités qui ont été, je dirais pas surdotées en personnel, mais qui ont été dotées normalement pour faire la tâche nécessaire pour s'occuper de ces patients. Ce sont des patients qui s'aggravaient très vite, qui nécessitaient une surveillance importante. Donc c'est vrai que le reste de l'activité a tourné au ralenti. Je vous rappelle au passage que les blocs opératoires ont pour la plupart fermé. Donc c'est un redéploiement de personnel sur un hôpital qui marchait sur un cylindre. Donc ça c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des renforts de province notamment, mais des renforts aussi et que ces renforts sont venus travailler bien sûr parce qu'ils avaient conscience que leur place était là pour faire face à... Des volontaires ? Oui, alors oui, des volontaires pour venir travailler, ce qui ne veut pas dire des bénévoles. Et ça c'est l'autre point important, c'est-à-dire qu'on a héroïsé les soignants. Ce qui, je pense, est justifié pour beaucoup de raisons, et notamment parce que certains ont payé de leur santé et même certains de leur vie, le fait d'être venus travailler au contact de patients infectés, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut être clair, la plupart des infirmières qui sont venues travailler sont venues travailler pour un salaire. Et ce salaire était plus élevé que le salaire de leurs collègues qui effectuaient le même travail. Donc on a recruté, mais à des salaires plus élevés, selon la loi de l'offre et la demande, d'une certaine façon. Donc je pense qu'il faut mettre un bémol dans l'héroïsation, au sens où, et en fait le lien il se fait avec ce qui va se passer dans l'avenir. C'est-à-dire que ça n'est pas sur le dévouement qu'on va garder à l'hôpital public des personnels qui ont besoin d'être payés de façon digne et d'avoir des conditions de travail qui leur permettent d'être en accord avec leurs valeurs. Voilà. Donc finalement, est-ce que cette crise a été le révélateur et on espère la préfiguration de l'hôpital public de demain? C'est ce qu'on espère. Il faut inverser complètement l'équation. Ce qui doit être premier, c'est la nécessité des soins en termes de santé publique, en termes d'augmentation des besoins en santé de la population, et avec les progrès médicaux, il y en a forcément. Et ce qui doit être second, c'est le financement. Alors, donc là, ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que ce qui était premier, c'est le financement. Et en gros, c'était débrouillez-vous pour faire avec ce qu'on vous donne. Et puis, s'il faut être un peu plus humain, prenez sur votre énergie personnelle, prenez sur votre temps, prenez sur des heures supplémentaires qui ne seront pas payées. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut inverser comme logique. D'autant plus que là, aujourd'hui, même si on parle de déconfinement, vous demandez au chef de l'État, aux autorités compétentes, d'acter les promesses qui vous ont été faites. Oui, alors le problème, c'est les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et moi, je ne veux pas croire qu'Emmanuel Macron, à Mulhouse, s'est engagé sans avoir en tête qu'il serait capable, un jour prochain, de mettre les moyens qu'il faut pour l'hôpital public. Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. L'engagement que je prends ce soir, pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Quand on parle de plan massif, quand on parle de revalorisation de carrière, voilà, c'est des mots qui ont une signification. Donc je vous rappelle qu'à la suite de notre entrevue le 27 février, on avait demandé une première fois un rendez-vous. On l'a redemandé par des tas de moyens et très récemment de nouveau par un mail direct à l'Élysée et à son chef de cabinet.
Voilà, on attend une réponse à ce mail, avec quand même dans l'idée que de deux choses l'une, où ces propos correspondent à l'authenticité d'un homme, auquel cas ce rendez-vous, on l'obtiendra. Ou alors c'est des propos qui sont juste là pour assurer finalement une image empathique et de communication, et que derrière il n'y a rien. Donc pour l'instant, nous on est très serein par rapport à ça. Voilà, on jugera sur les faits. Ça veut dire que vous, docteur François Salakas, ni vous, ni aucun membre du collectif Interhôpitaux n'a été reçu par Emmanuel Macron, Non. par le ministre de la Santé, pendant cet épisode du Covid. Oui, alors c'est vrai. Il faut aussi affirmer et être clair. On a demandé un rendez-vous au chef de l'État, non pas par mépris pour ses collaborateurs, comme on dit, hein, mais parce qu'on a compris que les décisions à prendre en termes budgétaires pour l'hôpital public étaient d'une telle implication pour le pays que c'est au plus haut niveau de l'État que ça laisse décider. Et moi, je n'ai pas décidé de la Ve République. Il se trouve que c'est un mode d'exercice du gouvernement et du pouvoir qui est très, très centré sur la personne du président. Ça a des avantages et des inconvénients. En l'occurrence, nous, on est obligé d'utiliser le mode de gouvernement du pays, et c'est celui-là. Alors, ce qui s'est passé aussi pendant cette parenthèse du Covid, c'est d'ailleurs, il y a une preuve dans l'immeuble en face, il y a une banderole, un grand merci. Vous avez eu beaucoup d'applaudissements à 20h, mais rien de concret, quoi, de la part des autorités. Alors oui, les applaudissements viennent des usagers. Je rappelle qu'on fait tout ça pour les patients, hein, c'est les usagers du système de santé. On a même battu notre coulpe, c'est-à-dire qu'on s'est reproché à nous-mêmes, au CIH, de ne pas le dire assez souvent. Le CIH, le collectif Interhôpitaux. Oui, parce que finalement, c'est tellement présent à notre esprit que dire on fait tout ça pour la qualité des soins et les patients, pour nous, c'est des phrases qu'on a gommées parce qu'elles sont en fond en permanence. Mais je crois qu'il faut le redire. Parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression qu'on se bat uniquement pour des conditions de travail, pour avoir finalement une qualité de vie au travail qui soit acceptable. C'est vrai aussi. Mais on se bat parce qu'on sait très bien que la qualité des soins dépend très directement des équipes, des moyens. Et je voudrais revenir sur le terme d'équipe. Ce que nous a appris cette crise, c'est que là où ça a très bien fonctionné, c'est quand des renforts sont venus s'agréger sur un noyau dur d'une équipe qui fonctionnait déjà très bien ensemble. Et ça n'est possible que quand on arrive à bâtir une équipe, pas sur des semaines, pas sur des mois, mais sur des années. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives de lobbying, même pendant la crise, disant finalement, ça ne sert à rien de s'acharner pour faire mieux marcher l'hôpital public, il ne peut pas mieux marcher. Il a une sorte de péché originel étatique ou de fonctionnariat. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense. On pense que c'est en le mettant en sous-perfusion financière qu'on l'a amené là où il est. Donc vraiment, c'est vrai que ça va jouer en termes de moyens. Ça va se jouer aussi en termes de gouvernance, parce que l'autre bataille, à part les moyens, c'est la bataille de la gouvernance pour ce qu'on a appelé maladroitement une remédicalisation de la gouvernance. En fait, ce qu'on veut, c'est que la gouvernance soit reprise à égalité par rapport aux administratifs, aux directeurs d'hôpitaux, par les soignants. Et les soignants, c'est les médecins, les paramédicaux dans leur ensemble, mais les usagers aussi. Et que les usagers ne soient pas, comme c'est le cas le plus souvent actuellement, des alibis des directions hospitalières, mais qu'ils soient là à part entière pour faire entendre leur voix. Et on pense que tout le monde s'en trouvera mieux. Au passage, tous les soignants, les administratifs risquent d'être un jour des usagers. Et ça, ce serait bien qu'ils l'aient en tête. Dernière chose, le ministre de la Santé a dit qu'il y aura beaucoup de tests. Vous êtes confiant, comment vous vous sentez, vous, avec ce déconfinement qui arrive pour le 11 mai? Ce qu'on peut dire, c'est que la confiance, elle a été extrêmement entamée depuis 5 semaines, avec un discours assez bizarre d'ailleurs, puisque on a cessé de nous dire qu'on était transparent, tout en disant des choses qui étaient édulcorées. Donc voilà, c'est en termes de communication, c'est pas simple, parce qu'il ne faut pas non plus affoler les gens pour rien. Bon, bref. Mais ce qu'on peut dire actuellement, c'est que la mise à disposition des tests, c'est peut-être la principale clé du déconfinement, avec aussi ce qu'il faut appeler des enquêtes, alors ça ne plaît pas, hein, mais policières. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir les moyens de repérer très vite les petits clusters
même des clusters familiaux, pour pouvoir arrêter la diffusion du virus. Alors il y a tout un débat sur le côté liberticide ou pas de tout ça, je crois que c'est un débat qui a lieu d'être, mais il faut comprendre que ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est ce qu'on a raté il y a 2 mois, à savoir éviter qu'il y ait de nouveau une montée en flèche des contaminations, en utilisant avec discernement cette exploration ciblée des clusters, que ce soit des clusters familiaux ou même des clusters intra-hospitaliers, parce que c'est possible aussi. Exploration ciblée, on procède comment? Je comprends pas. Ça veut dire que dès que quelqu'un est positif, on lui demande avec qui il a été en contact depuis, on va dire, une semaine. Et puis on essaye d'obtenir les adresses, d'aller à domicile et de proposer à ces personnes-là d'être testées. Et si elles sont positives, on leur propose un lieu de confinement. Vous savez qu'il y a eu des hôtels proposés. Et donc je pense que cette attitude, elle est logique. C'est ce qu'on a raté aux premières phases de l'épidémie. Et c'est peut-être aussi la condition nécessaire pour ne pas repartir pour un grand confinement qui serait décidé 15 jours, 3 semaines après le 11. Donc rendez-vous fin mai, début juin. Donc essayer de faire aujourd'hui ce qu'on a loupé il y a 2 mois. Et ça, si on l'avait fait il y a 2 mois, voilà, et si on l'avait fait il y a 2 mois, on aurait pu éviter de tristes bilans humains, notamment dans le 93, avec cette promiscuité, plusieurs personnes dans peu de mètres carrés. Oui, bien sûr. Maintenant, bon, c'est facile à dire maintenant. Je crois que c'est vrai que, enfin, les faits sont têtus, quoi. C'est-à-dire, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de lieu pour confiner les gens, on n'avait pas de tests pour les repérer. Ça fait beaucoup.